Bonjour, bienvenue dans Point de vue. Au sommaire de notre émission Notre-Dame-des-Landes, toujours avec cette question. Après le recul sur l'aéroport, le gouvernement tiendra-t-il sur l'évacuation de la ZAD? Notre-Dame-des-Landes, le dossier n'est pas clos. Autre vaste chantier, celui de la bioéthique. Des états généraux sont lancés aujourd'hui sur des sujets aussi brûlants que la PMA, la GPA ou la fin de vie. Mais cette consultation est-elle sincère, est-elle utile? Le rôle du gouvernement n'est-il pas de fixer des règles plutôt que de consulter? Vous nous direz ce que vous en pensez. Et enfin, le dossier des migrants qui se déplacent à Londres aujourd'hui avec un sommet franco-anglais. Emmanuel Macron doit-il tenir la dragée haute à Theresa May ou au contraire jouer la carte du good guy? Et une surprise en fin d'émission, une carte blanche laissée à nos invités. On verra si cela les a inspirés. Merci à vous tous qui nous suivez. Merci à vous quatre d'être là. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Contente de vous retrouver. Vous présidez la Fondation nationale des sciences politiques. Vous animez l'émission Mediapolis le samedi matin sur Europe 1. Et vous êtes l'auteur de Macron et en même temps, publié chez Plomb l'an dernier maintenant, on peut dire. Parce que on est... à côté de vous, Paul Quignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à l'Obs. Obs qui fait cette semaine une un peu moins polémique que celle de la semaine dernière, puisqu'elle est consacrée à la romancière italienne Elena Ferrante, l'auteur de L'Amie prodigieuse, qui vous accorde un grand entretien. Et je salue en face de vous Emmanuel Rivière, bonjour. Bonjour. Directeur de l'Institut Kantar Public. Vous avez, dernière étude dont on a fait la manchette en début de semaine, cette étude sur les attentes des Français, avec qui plaçait la sécurité, l'immigration et l'emploi en tête de leurs préoccupations. Nous allons parler, et pour compléter ce brillant plateau, Alexis Brézé, directeur des rédactions du Figaro. Bonjour Alexis. Bonsoir, bienvenue. Alors, Notre-Dame-des-Landes, Emmanuel Macron et le gouvernement étaient attendus au tournant, et 24 heures plus tard, ils sont plébiscités. En tout cas, si on en croit notre sondage Odoxa Dentsu Consulting, 3/4 des Français approuvent l'abandon du projet d'aéroport. Ils trouvent même que la décision est pragmatique, cohérente, courageuse. Alors, le match est-il plié, comme on dit? Plus besoin de faire évacuer la ZAD, plus nécessaire de lancer très vite l'agrandissement de l'autre aéroport, celui de Nantes-Atlantique. Après tout, même quand le président ne fait pas ce qu'il avait dit ou ne fait même pas preuve d'une absolue fermeté, ça marche. Je force un peu le trait, mais ce n'est qu'un sondage, c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, Olivier Duhamel, que finalement, il peut faire ce qu'il veut, Emmanuel Macron? Non, même je le dirais contraire pas de ce qu'il avait ça. dit. D'abord, le contraire de ce qu'il a dit, c'est très intéressant, parce que quand je suis allé regarder le texte exact et dans la grande émission où il s'est exprimé, qui était l'émission politique, et il commence en disant, pour être très clair, Notre-Dame-des-Landes, il y a eu un vote, j'ai dit que mon souhait, c'était de le respecter. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a une relance de Pujadas. Alors, il y aura un aéroport du vote cantonal si vous êtes élu, et il répond oui. Et moi, c'est pour moi une illustration de plus de comment des hommes politiques se font très souvent piéger par la relance, parce que la relance les conduit souvent à dire plus que ce qu'ils n'avaient dit et que ce qu'ils voulaient dire. Mais bon, on ne va pas chipoter sur les mots. J'ai trouvé très intéressant la comparaison des différents sondages. C'est-à-dire le sondage IFOP fait avant, qui a été publié il y a 3 ou 4 jours, et puis les 2 sondages qui ont été faits à chaud, parce qu'on s'aperçoit qu'avant, il y a une majorité, en tout cas 55, 56, 58 selon les questions, des Français qui trouvent, et on les comprend, que c'est un déni de l'autorité, que c'est un déni pour l'État, que c'est un déni de démocratie. Bon. Pas à 80%, mais à 55, 45. Et puis après la décision prise, on trouve ce 3/4 d'approbation. Et je pense qu'ils ne se contredisent pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que c'est juste l'idée que c'est pas terrible, c'est fâcheux d'en être arrivé là, mais dans ce merdier, excusez du mot, et dans cette incapacité de tous les prédécesseurs à prendre des décisions appliquées, au moins, là, c'est les indices courageux, une manière de mettre un terme à l'histoire. Et donc, ça délégitime les cris, les protestations très très fortes aux yeux des Français, hein, pas en soi, évidemment, les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent, qu'on entend et à gauche et à droite. Emmanuel Rivière, il était attendu au tournant, effectivement, Emmanuel Macron. C'est le premier test, on dit, avec des résultats tangible à l'appui, c'est-à-dire que c'est, pour le coup, c'est pas le chômage, l'emploi, ça sera dans 1 an et demi, 2 ans, là c'est tout de suite, ou dans les quelques semaines que ça va se jouer. Alors, il était attendu au tournant,
pas tant que ça, c'était pas un sujet obsessionnel pour les Français. C'était la démonstration par la preuve de cette incapacité des politiques à trancher, à aller au bout, à être finalement vecteur d'une décision qu'ils finissent par assumer et à imposer. C'est pour ça que les sondages disent courageux. À titre personnel, si vous me permettez de donner mon point de vue, je trouve que cette décision est plus tactiquement maligne que véritablement courageuse, parce qu'elle pose quand même beaucoup de questions sur la décision publique, la manière dont elle se légitime, sur les mécanismes de résolution des conflits. En France, c'est le vote et la justice. Effectivement, on est allé un peu contre l'un des deux mécanismes, et ça signifie un peu à long terme que voilà, on peut bloquer quelque chose, et ça s'applique à tout un tas de domaines d'ailleurs. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a un tel contraste, et ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron joue sur le contraste avec son ou ses prédécesseurs, qu'à rebours, on a l'impression qu'effectivement, il résout quelque chose sur lequel il était très attendu. Alexis, décision tactiquement subtile et... Mais moi, ce qui me frappe, elle est quand même étonnante, cette adhésion de l'opinion à ce truc qui, à mon avis, va au-delà de ce qu'Olivier décrivait comme une sorte de résignation. Bon, il fallait, on en moins comme ça, on en est sorti. Bon, mais non seulement ils disent que c'est une bonne chose de ne pas faire Notre-Dame-des-Landes, mais ils disent aussi que c'est une bonne chose de ne pas évacuer tout de suite les occupants illégaux. On aurait pu se dire, on compense l'un par l'autre, ce qui d'ailleurs était au départ, je crois, l'idée du gouvernement, c'est de faire tout de suite l'évacuation, et puis pour tout un tas de raisons techniques, ça n'a pas été possible. Ce qui aurait été une bêtise d'ailleurs. Ce qui aurait peut-être été une bêtise, mais enfin en tout cas l'idée de départ, c'était... Ce qui vous surprend, c'est que quand les Français ne sont pas d'accord avec vous... Non, mais attendez, mais c'est quand même étonnant. Non, mais attendez, on va continuer, parce qu'ils disent que c'est pragmatique, ça on peut dire, oui, c'est du pragmatisme, mais enfin, c'est cohérent. Que c'est courageux. Là, je rejoins Emmanuel Rivière, c'est pas absolument courageux. Qu'une majorité trouve que ça montre l'autorité de l'État. Il faut quand même être bien accroché pour dire que ça montre l'autorité de l'État. Et une majorité trouve que ça ne revient pas à céder aux zadistes. Et ça ne prouve pas que le président ne tient pas ses promesses. Là, c'est quand même étonnant. C'est-à-dire Alexis, ça montre pas en soi l'autorité de l'État, mais ça la montre plus que les prédécesseurs. Parce que le dire, c'est la comparaison avec les 50 années passées. En gros, ça montre qu'il agit et que lui a pris une décision à l'inverse de ses prédécesseurs. Je voudrais terminer, et je pense que c'est ça le tour de force dans la façon de mener l'affaire, c'est d'avoir réussi petit à petit, semaine après semaine, avec notamment cette mission d'information, d'études, etc., de faire passer ce qui est un recul, un abandon, quand on ne fait pas quelque chose, on recule, en choix de courage, en disant ce qui est courageux, c'est pas de faire les choses, c'est déjà de prendre une décision. C'est vrai par rapport à François Hollande, c'était déjà courageux de prendre une décision. Et donc tout le travail depuis plusieurs semaines, de ce point de vue absolument réussi, était petit à petit d'installer l'idée que ce qui était courageux, c'était de décider, peu importe ce qu'on décide. Et à l'arrivée, ça marche. C'est assez remarquable, en tout cas, dans la façon de gérer un truc qui était quand même pas facile, il faut le reconnaître. Et il se trouve que c'est la seule décision qui ressemble à une décision. Parce que si on avait décidé hier de dire si on va le faire cet aéroport, on aurait été à peu près dans la même situation qu'au lendemain du référendum. Au lendemain du référendum, y compris les opposants, on avait un peu lourd sur les épaules, mais ils acquiesçaient au fait que du coup, avec ce qui s'était passé, ça allait se faire. Donc une décision de faire n'aurait pas été une vraie décision. Alors que là, je crois que les partisans de l'aéroport, pour autant, j'ai lu toutes les déclarations, ils ont baissé les armes. Ils n'ont même pas. C'est la preuve que c'est surtout la seule bonne décision qu'ils pouvaient prendre, puisque l'impasse était telle qu'il aurait décidé l'inverse. Il restait avec la patate chaude entre les mains pour des mois et des mois, donc il était dans une impasse, et avec cette décision, il sort de cette impasse, et les Français l'ont compris, et l'avaient compris avant. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt bien joué. Après, sur ce que vient de dire Alexis Brézet, ce qui va être intéressant dans les jours et les semaines qui viennent, c'est de voir s'ils vont avoir la même intelligence tactique qu'ils ont eu là pour préparer cette décision, pour préparer la sortie, l'évacuation, en tout cas la solution à trouver pour que la ZAD ne soit pas un abcès qui continue d'empoisonner la vie du gouvernement. On va en reparler. On va d'abord écouter deux avis évidemment contraires sur le sujet. Celui de Bruno Retailleau, sénateur et président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée. Il était ce matin sur RMC. Les zadistes, ce sont des ultra-violents. Il y a des explosifs. Ils n'évacueront pas. Ils évacueront. On a bien vu. Edouard Philippe avait dit il y a trois routes. Ils vont pousser quelques plots. Rien. Alors qui évidemment, va pousser les plots? Les CRS, les gendarmes mobiles, le génie gendarmes d'Angers, mobiles. il y aura des belles images. Autant des terres, bien sûr, doivent revenir, mais avec la loi, avec les procédures de la loi aux agriculteurs, autant il n'est pas question de laisser se bâtir là-bas une contre-société.
Et je vous propose, pour compléter, d'écouter alors un avis opposé, celui de Yannick Jadot, député Europe Écologie Les Verts. Lui, c'était hier soir au micro de France Info. Il faut arrêter de fantasmer la ZAD. La ZAD, ce sont des paysans historiques qui sont là depuis des générations. Ce sont de nouveaux paysans, des jeunes qui sont venus cultiver la terre. Il n'y a pas d'évacuation à avoir de jeunes qui sont venus cultiver la terre ou de paysans qui sont là depuis des générations. Est-ce qu'il faut évacuer les routes qui ont été occupées? Bien sûr, mais faisons confiance aux acteurs locaux pour qu'ils mettent eux-mêmes en place cette évacuation. Dans la question du jour du Figaro, effectivement, nos internautes ne font pas confiance au gouvernement pour évacuer la ZAD en temps et en heure comme il Oui, là, il y a quand même un doute. Ouais. Il y a 2 points 70% dans disent cette non. opération très rondement menée. Il y a 2 points. Il y a quand même une inquiétude là-dessus, c'est est-ce qu'à la fin, ils vont quand même les virer? Le deuxième point porte sur le processus, c'est le côté déni de démocratie. Ça reste un reproche qui est fait, c'est on n'a pas écouté le référendum dans notre sondage et d'autres. C'est quand même un des points qui, en mineur, puisque l'approbation quand même est générale, mais en mineur, quelque chose qui reste, qui à terme peut faire des dégâts parce que finalement on n'a pas respecté la démocratie. Alors sur la ZAD, oui, alors la vérité c'est que personne ne sait très bien, parce que bon, entre Retailleau qui nous explique que c'est tous des révolutionnaires d'ultra-gauche, de Black Bloc qui sont là pour de la castagne, il y en a. Et Jadot qui dit qu'ils sont tous des gentils paysans. Bon. Les deux sont il y a un peu de tout et personne en fait ne sait très bien. La vraie question c'est est-ce que la majorité des zadistes vont se dire bon ben maintenant on a gagné, on va les rigoler ailleurs, on va les bloquer un autre truc, on va les bloquer Bure, on va les bloquer le Roibon en Isère, oui, voilà, il y a pas mal. Voilà, les gendarmes ont repéré 50 endroits où ils se disent là les zadistes peuvent revenir. Donc qu'est-ce qu'ils vont se dire? Allez, on va se bagarrer ailleurs puisqu'on a gagné, on est là pour se bagarrer et c'est plus drôle. Et quelle est la proportion qui va vouloir rester? Et parmi ceux qui vont rester, est-ce qu'ils veulent rester? Combien vouloir rester pour cultiver des terres qui par ailleurs ne sont pas tellement cultivables, hein, c'est des zones humides, on ne peut pas cultiver grand-chose dessus. Mais bon, et ceux qui vont rester pour créer une communauté autogérée, un nouveau Larzac. Mais on ne le sait pas en fait. Après tout. Oui, après tout. Moi, pourquoi pas, après tout. Personnellement, je n'ai pas l'intention d'aller m'y installer, même si vous me proposez d'y aller avec vous. Donc non, de ce côté-là. Ce qui est intéressant dans le précédent Larzac, et il y en a un autre, j'ai peur d'avoir oublié le nom à l'instant, la centrale nucléaire qui a été... Plogoff. Voilà. C'est quand même 2 cas dans l'histoire dans lesquels des contestataires, on n'appelait pas ça des zadistes, mais c'était la même chose, des militants qui refusaient par occupation du terrain d'application de décisions de l'État, ont obtenu gain de cause. Et ça n'a pas entraîné la paralysie, l'impossibilité de construire d'autres infrastructures, etc. Donc, tous ceux qui disent maintenant l'État ne pourra plus rien faire, va reculer tout le temps partout, c'est quand même... C'est pas sûr, mais c'est quand même un risque. Ça encourage quand même ça. C'est quand même vite dit. Là où je suis d'accord totalement avec Alexis Brézé, c'était très intéressant les réactions que vous nous avez données, mais ce sont 2 réactions extrêmes qui ne prennent pas en compte la réalité et qui d'ailleurs est infiniment plus complexe. Donc je pense qu'il est plausible qu'on désigne un médiateur ou quelqu'un qui aille négocier et qui justement essaye de faire le tri. Et à ce moment-là, s'il ne reste plus qu'un résidu de ce qu'on appelait d'irréductible, et ben, ceux-là seront évacués, oui, par la force. Et les Français seront très contents qu'ils soient évacués par la force en plus. Effectivement, la stratégie, c'est peut-être de diviser entre agriculteurs, zadistes. Moi, je pense qu'il peut y avoir une stratégie plus intelligente que ça. C'est effectivement, alors si on met les 2%, je ne sais pas combien ils sont de vrais casseurs ou de personnes violentes qui sont sur la ZAD, peut-être de manière temporaire, je ne sais pas s'ils y sont en ce moment d'ailleurs, mais on peut aussi préjuger qu'il y a sur place des gens qui sont raisonnables et qui vont pouvoir discuter avec les pouvoirs publics. Ça s'est passé effectivement après le Larzac. Pourquoi ça ne se passerait pas là? Et ce n'est pas 200 personnes qui vont menacer la démocratie parce qu'ils inventent un nouveau mode de vie qui fait peur à personne et qui ne peut pas faire peur à une démocratie aussi forte que la nôtre. Et sur la question de la démocratie, bien sûr que la démocratie représentative doit rester le pilier de notre vie démocratique, mais une démocratie vivante, c'est aussi une démocratie qui accepte de ce type de confrontation, une opinion publique. Ça existe. Là, l'exemple est caricatural, a eu des débordements avec des actes de violence inacceptables, mais une démocratie, c'est aussi ça.
de pouvoir avoir ces débats avec une opinion publique. Elle n'existe pas que dans les sondages. Et d'ailleurs, les zadistes ont eux-mêmes le sentiment que c'est une victoire de la démocratie parce qu'ils se sentaient confrontés au lobby, à la puissance de l'argent, à tout un tas de pouvoirs coalisés contre leur vocation. Ils niaient la légitimité du référendum. Donc c'est effectivement des conflits de perception de la démocratie. Le périmètre du référendum était un non-sens. C'était une demi-mesure typique de François Hollande qui n'était pas la bonne. Pourquoi le département sur l'histoire, enfin, sur la légitimité du référendum, l'enjeu d'un aéroport comme celui-là, il aurait pu être au minimum au grand régional, voire national. Donc du coup, la contestation de cet outil démocratique qui est souvent compliqué, elle est aussi légitime. Vous êtes nombreux à réagir sur cette question, notamment Hugo qui nous dit, pour revenir à ce qu'on disait au début sur l'opinion publique est trop volatile, Macron est encore dans son état de grâce, mais quand celui-ci s'arrêtera, il y aura un grand vide. Colline estimait que Macron a câliné la gauche, c'est une question effectivement. Hugo nous dit, le référendum a perdu sa force, le citoyen n'a plus le pouvoir, on le voit à Notre-Dame-des-Landes comme en Catalogne. Il y en a une qui doit être contente, c'est Ségolène Royal, finalement elle avait raison avant tout le monde, Alexis. Oui, on peut dire ça. Il y avait quand même un certain nombre de voix, y compris dans ce gouvernement, qui depuis longtemps ont dit que ce projet était... Elle a dit, une des premières à dire que le projet était surdimensionné. Elle a dit aussi, c'est amusant de voir. Vous parliez de gauche et de droite. Quand on dit câline la gauche, si on regarde, l'adhésion à droite, elle est quasiment, alors un peu plus faible, mais enfin, elle est au-delà de 60%. Oui. Donc aujourd'hui, l'approbation de la non-réalisation du projet et du report d'évacuation, c'est quasiment aussi fort à droite qu'à gauche. Même donc, si les élus de droite qu'on entend, alors, non, mais les élus locaux, mais de gauche aussi, la maire de Nantes, elle est tout à fait de gauche, elle est socialiste. Donc, non, ce qui est intéressant, c'est que c'est une fois de plus, c'est un débat dans le débat, Macron qui impose sa volonté aux élus locaux. En ce moment, il en fait quand même passer pas mal. D'ailleurs, sur ce point-là, qu'on peut parler de courage. Parce qu'effectivement, il s'est opposé à un certain nombre de soutiens potentiels, de gens qui étaient dans le territoire. Évidemment, il y a une intersocialiste. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont assez proches d'En Marche dans cette zone et qui se sont aussi sentis bousculés. On s'est interrogé sur Nicolas Hulot pas mal dans cette séquence. Il y a un deal, il n'y a pas de deal. Alors, c'est le seul élément où le jeu politique, pour ne pas dire politicien, joue. Fondamentalement, ce n'est pas une mesure prise pour câliner la gauche ou la droite. C'est très simple. S'il n'y avait pas eu de zadistes, l'aéroport aurait été construit, point barre. Bon, et devant cette évidence que personne ne peut contester, c'est bien à cause de la situation sur place et pas pour faire plaisir à la gauche ou pour faire plaisir à la droite. Cela étant, sur un certain nombre de sujets, Nicolas Hulot est tenu à des accommodements réalistes, pour dire ça comme ça, et donc c'était quand même un vrai plus de s'éviter, en plus du reste, un conflit avec Nicolas Hulot là-dessus, c'est sûr. J'ai plus la date exacte en tête, mais c'était avant Noël, où Hulot avait avalé une couleuvre particulièrement sur le nucléaire, et puis un truc européen, un truc le traité avec le Canada. Voilà. Et donc il était allé, enfin il a quand même exprimé un malaise. Enfin, en gros, il a dit si ça continue comme ça, je vais partir. Il est allé voir Macron. Généraux de l'alimentation. Voilà, l'alimentation. Voilà. Et il est ressorti tout apaisé. Moi, on m'ôtera pas de l'idée que depuis le début. Macron, de toute façon, la solution, c'est de ne pas faire ce truc-là. L'a dit ce jour-là, il a dit, t'énerve pas, tu finiras par gagner quand on le fera. Et après, toute l'habileté, ça a été de gérer l'affaire, en créant ce faux suspense, en organisant des trucs d'experts, la visite sur le terrain. Enfin, de ce point de vue, c'est de bout en bout bien mené, y compris l'absence de quoi qu'à l'intérieur du gouvernement. Parce qu'on disait qu'ils ne sont pas tous d'accord. C'est vrai, on savait qu'ils n'étaient pas tous d'accord, mais ils se sont pas engueulés. Donc c'est quand même, c'était vraiment tenu. C'est très juste. Et là, je dois dire, vous avez bien pointé un truc, notamment cette façon de répéter sans arrêt. La décision sera prise avant fin janvier. La décision sera prise avant fin janvier. Donc c'est à la fois le suspense et à la fois la preuve. Ah, mais il va y avoir une décision, puisqu'on la décision, c'est de ne pas le faire. Voilà. Et dernier point, Édouard Philippe, qui a annoncé cette décision, il n'en tire pas vraiment bénéfice, plutôt en baisse dans les... Alors, est-ce que les sondages ne sont pas forcément collés à l'actualité de Notre-Dame-des-Landes, mais là, depuis Jusqu'à présent, les codes d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron sont totalement alignés. Et elles se sont même alignées progressivement dans le baromètre pour le Figaro Magazine. Voilà, après, je m'attendrai à la prochaine vague, enfin, à la fin du mois, pour voir s'il y a un mouvement par rapport à ça, mais je ne pense pas que ce soit lié à Notre-Dame-des-Landes. Pour le coup, pour les raisons qu'indiquait Alexis, l'effet est le même à gauche qu'à droite sur la perception de cette décision. Puis il n'y a pas
n'y a pas que la popularité qui compte pour Édouard Philippe. Il y a quand même le fait qu'il avait été beaucoup dit et répété qu'il était inexistant, qu'il faisait que appliquer, exécuter, qu'il ne comptait pas, etc. Et là, en 15 jours, on l'a vu être en première ligne sur 2 décisions. La 80 km/h, enfin toutes les mesures sur la sécurité routière, mais au premier plan d'entrée de la limitation à 80 km/h. Et là, depuis des semaines et des semaines, sur Notre-Dame-des-Landes. Je trouve qu'il est plutôt en train de se trouver un style, en fait, Édouard Philippe, et de trouver un bon curseur dans son positionnement par rapport à Macron, et de trouver que l'opinion est en train de comprendre ça et de reconnaître ça. Moi, je me demande dans quelle mesure cette affaire de limitation de vitesse ne fait pas partie du truc. Du deal d'ensemble. Oui, de montrer qu'on est courageux, qu'on est capable de prendre des décisions impopulaires, contre la vie générale. Enfin, et pourquoi ils le font maintenant, les 80 km/h? Je vois, enfin, il n'y avait pas de raison de le faire plus aujourd'hui que dans 3 mois. Et je un peu une remontée de la mortalité. Oui, mais ça faisait qu'un petit moment. Enfin, en tout cas, je pense que ça a été en tout cas mis en avant et exploité. Je ne dis pas que c'était décidé pour ça, je n'en sais rien. Ouais. Mais mis en avant en termes de communication pour faire une démonstration de virilité face à l'opinion, dans la prévision de ce qui est un recul. De décision, parce que de virilité, vous savez, sur ce sujet, les mecs sont à fond d'autorité. Et les femmes sont à fond pardon. Donc pour une fois, on ne met pas la question des genres là-dedans. Répondre plus intelligemment à votre question tout à l'heure. Pardon. C'est évidemment les 80 km/h qui créent le différentiel s'ils sont créés. Si, c'est sur Édouard Philippe. C'est ça, les gens sont très très contre, pour le coup, à droite et à gauche. Les hommes. Les hommes sont très très contre et les femmes ne sont pas très pour. Légèrement pour. Pas très. Une petite question sur notre chat. Qui va payer la remise en état des terrains? On ne saurait pas franchement y répondre peut-être, mais en tout cas, il paraît que Elisabeth Borne, la ministre des Transports, est en ce moment en train de recevoir le PDG de Vinci. Voilà, Vinci qui attend des dédommagements de cet abandon. Eh bien, je vous propose de passer à notre sujet sur les bioéthiques. Alors, c'est officiel, tout le monde pourra participer aux États généraux sur la bioéthique qui sont lancés aujourd'hui, associations, simples citoyens et même lycéens, mais sur des sujets aussi complexes et sensibles que la PMA, la GPA, la fin de vie. Est-ce une bonne idée de lancer justement une foire aux idées? Est-ce une consultation pour la galerie, alors qu'on sait qu'Emmanuel Macron est favorable à l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires? En clair, les dés ne sont-ils pas un peu pipés? On va regarder Emmanuel Macron parler de la procréation médicalement assistée. C'était le 15 octobre dernier et on en reparle. À partir du moment où on a accepté pour des femmes vivant en couple de bénéficier de la procréation médicalement assistée, il est normal, compte tenu du fait que nous reconnaissons qu'une mère peut être seule ou que 2 femmes puissent être en couple, de reconnaître ce droit aux femmes seules et aux couples de même sexe. Donc c'est oui. J'ai dit que j'attendais l'avis du comité d'éthique. Il a été rendu en juin et il va en ce sens. Donc là, Olivier Duhamel, il n'est pas tombé dans le piège de la relance de la deuxième question. Cela étant, c'est joué d'avance ou pas? PMA, oui. GPA, non. Oui, et puis surtout, ce qui est nouveau, parce que nous, surtout les gens de ma génération, mais même un peu au-delà, quand on entend bioéthique, on a tendance à n'y voir que PMA, GPA. En vérité, maintenant, on donne à ce mot, du fait de l'évolution des choses, un spectre beaucoup plus large. C'est pas seulement sur les questions de procréation, comme c'était autrefois, ça recouvre tout ce qui de près ou de loin touche la vie de la personne. Donc ça intègre, comme vous l'avez dit, en tout cas dans tel que les États généraux sont présentés, la fin de vie, mais ça intègre également l'intelligence artificielle, ça intègre également la protection des données personnelles. Donc, une multitude de sujets. Voilà. Mais donc, justement, est-ce qu'on peut convoquer des États généraux et demander à tout un chacun son avis sur des questions complexes? Alors, est-ce qu'on peut, juste pour vous répondre complètement, est-ce qu'on peut, émission après émission, dire ce président est le plus présidentialiste, le plus jupitérien, celui qui décide de tout? Et est-ce qu'on peut, quand il met des mécanismes de concertation, et Dieu sait qu'on en met, des conseils de ceci et des conseils de cela, dire « Ah, mais pourquoi est-ce qu'il ne décide pas ?» je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est des sujets complexes qui touchent à l'intimité de conscience de chacun, qui divisent, qui ne correspondent pas au clivage dont on a l'habitude, droite-gauche, etc. C'est des sujets sur lesquels souvent l'opinion publique
évolue, et même parfois en avance par rapport au personnel politique. Donc je trouve que c'est un signe de maturité démocratique. Si ces débats-là sont conduits de manière intelligente et efficace, au contraire, je trouve que c'est un très bon signe. C'est une bonne manière de préparer une loi qui est compliquée. Et non, sincèrement, je trouve ça plutôt formidable. Emmanuel Rivière, il y a un sondage chez IFOP, c'est pas vous, mais qui disait il y a quelques jours que finalement 64% des Français sont favorables à la GPA. Alors avec une distinction, parce que c'est pas la GPA pour tout le monde, la GPA. Il parle de GPA pour raison médicale. Mais pour raison médicale, voilà. Ce qui est pas exactement bon, mais on en a fait beaucoup de cas de ce sondage, disons qu'il a été très repris. Mais c'est vrai que l'opinion évolue assez vite sur ces sujets. Oui, enfin, l'opinion, elle peut évoluer en une soirée quand vous confrontez des groupes de discussion à un certain nombre de sujets et que vous rentrez dans les détails. C'est pour ça que même si quelque part, peut-être, effectivement, il y a des engagements politiques autour de la PMA, le débat est loin d'être épuisé, puisque tout réside dans les détails. Quel couple, dans quelles conditions, quel droit on va se donner ou pas de vérifier des éléments de stabilité du couple, etc. Il y a tout un tas de questions qui sont posées. Qu'est-ce qu'il en est parce que qui dit PMA dit quelque part un donneur de gamètes mâles. Quel droit ensuite pour les enfants d'établir cette filiation? Quelle est la nature de cette filiation, etc. Quel est le diagnostic préimplantatoire qu'on va opérer par rapport à un risque dont évidemment le couple de femmes pourrait considérer qu'en l'ignorant on l'a trompé, etc. Ça pose des questions absolument essentielles et pour lesquelles on n'a rien de prêt. Il y a un moment où les religions répondaient assez facilement à ces questions-là. D'abord, elles ne redonnent pas toujours les bonnes réponses. Et d'autre part, évidemment, il n'y a plus dans la construction de notre éthique construite sur des siècles et des décennies, les réponses à ces sujets qui sont soulevés par la science qui évoluent extrêmement vite. Et Alexis, ouais, l'état généraux, vous êtes... faire parler les gens, de toute façon, faire parler les gens, c'est jamais mal de faire parler les gens. Ça n'interdit pas, si on veut décider quelque chose, de décider. d'avance. Par ailleurs, est-ce qu'il veut... Je pense qu'on l'a compris, il est plutôt favorable à la PMA. Je dis plutôt, d'ailleurs on voit bien quand il répond, c'est encore, c'est un peu comme avec Notre-Dame-des-Landes. Il était plutôt favorable à Notre-Dame-des-Landes, puis il ne l'a pas fait. Hein. Donc ça n'était pas au centre de sa campagne, il est plutôt pour, mais enfin il se retranche derrière un avis, et puis il dit on va organiser la grande consultation. Il a vu aussi, notamment dans l'étude qu'on a faite, que c'est pas plus que Notre-Dame-des-Landes en était une, ça n'est une priorité du tout pour les Français. Sur les 25 points qu'on a testés, ça doit être l'avant-avant-dernier. Donc, bon. Contrairement à la fin de vie. Contrairement à la fin de vie, qui est plutôt la surprise, alors qu'il y avait plutôt un relatif consensus, en tout cas chez les gouvernants, ministres, etc., pour dire, bon, déjà ici on allait au bout de la loi Leonetti, on verra. Ça, c'est assez normal, parce que absolument tout le monde, ou presque, sauf quelques cinglés, pense qu'il sera amené à mourir et qu'il aura donc un problème de fin de vie, alors que relativement peu de gens se sont personnellement concernés par la procréation médicalement assistée. Et tout ça est d'autant plus mouvant et complexe que les différents mouvements d'innovation dont Olivier parlait au début interagissent et peuvent entrer en contradiction. On parle de la PMA, donneur anonyme. On parle des big data et des progrès de la génétique. Ben, les deux entrent en collision, c'est-à-dire que demain, n'importe quel... Et déjà aujourd'hui, on en a fait un récit dans le Figaro. N'importe quel enfant de ce garçon qui a retrouvé né par PMA, et demain, ça sera très facile, via les banques de données génétiques type Google, etc., pourra de facto retrouver le donneur. Donc du coup, il n'y a plus de dons anonymes. Et s'il n'y a plus de dons anonymes, est-ce qu'il y a encore des donneurs? Enfin bon, donc c'est quand même extraordinairement compliqué. Avant de continuer à en parler, je vous propose d'écouter le président du comité consultatif d'éthique, Jean-François Delfrécy, qui justement parle de ce côté, la science, l'avancée de la science par rapport à la loi. On l'écoute. On est là pour recueillir ce qu'on écoute, ce qu'on entend, et on fera d'ailleurs un rapport de synthèse sur les états généraux. On va être aussi neutre que possible. Nous avons déjà émis un avis sur la PMA. Là, pendant cette période, on va être aussi neutre que possible. On est là pour guider, pour essayer d'organiser au mieux cette discussion citoyenne. Et puis, dans un deuxième temps, à l'été probablement, après la fin de ces états généraux, eh bien, le comité d'éthique reprendra sa position habituelle, qui est d'émettre un avis, et il émettra une série de recommandations sur ce qui nous paraissent être des thèmes prioritaires. Oui, parce que le comité d'éthique avait dit en juin dernier qu'il était favorable à la PMA, courte majorité, mais il était favorable. Donc là, c'est un peu quand même biaisé. Et à la fois, il est jugé parti quand même dans l'histoire, puisqu'il ouvre les états généraux, c'est eux qui vont les mener, et ensuite ils donneront leur avis. Eux qui vont les mener, c'est eux qui vont les mener. Ils vont susciter, aider, mais l'idée, c'est que les initiatives sont censées pouvoir naître ici et là.
Moi, je sais par exemple qu'à Sciences Po, il y a des étudiants et au-delà dans les chercheurs et tout qui se mobilisent sur le sujet, qui veulent que ce soit un des lieux où il y ait les grands débats. C'est d'ailleurs une des vraies questions, c'est de savoir quelle ampleur ça va prendre. Il y a des mouvements d'opinion qui sont pas pris. Enfin, la manif pour tous, le mariage pour tous, avant. Personne n'avait imaginé qu'il y aurait une mobilisation. Et ça, c'est un truc qui n'est pas parti des politiques, etc. C'est parti de la base et les politiques de droite, en tout cas, ont suivi. Donc, comment réagit la société face à tout ça? C'est bien malin qui, à l'avance, peut le dire. Et la nécessité de ce débat, elle renvoie à notre sujet précédent. Comment, aujourd'hui, on fabrique de la décision politique légitime sur des sujets aussi lourds? Et donc, le fait qu'à un moment, les Français se soient sentis partie prenante, ou étant initiés à ce débat dans sa complexité, ou ayant eu l'occasion de s'y exprimer, fait partie des conditions ensuite d'acceptabilité de décisions qui seront prises ou pas prises à l'issue de ce débat. Vous parliez de la manif pour tous, Alexis. Quel poids aujourd'hui? C'est la question tout le monde se pose quand même. Oui, mais c'est la question aujourd'hui à laquelle personne ne peut répondre. Les militants, ils sont toujours là, quelque part. Est-ce qu'ils vont aujourd'hui se mobiliser là-dessus? C'est pas impossible. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que Macron a anticipé ça. Il ne veut absolument pas revivre ça. Les prendre de front. Les militants ne sont pas là. Comment? Les militants sont non, encore là. Non, mais ils sont là. Non, il n'y a plus de militants aujourd'hui dedans, puisqu'il n'y a pas de raison de militer. Mais les personnes qui militaient hier n'ont pas disparu. Mais je veux dire, il n'est pas du tout dit que les gens qui sont massivement mobilisés contre le mariage pour tous se mobilisent dans les mêmes proportions sur ces sujets-là. C'est pas dit, mais on ne peut pas le savoir non plus. Ce qu'on sait, c'est qu'en revanche, Macron fait très attention à ça. Il ne veut pas revivre cette division brutale de la société. C'est d'ailleurs un des arguments qu'il utilise dans Notre-Dame-des-Landes, c'est intéressant, c'est de dire un équipement tel qu'un aéroport ne pouvait, même si une courte majorité était pour, on ne pouvait pas le faire parce que dans ces conditions d'affrontement entre deux moitiés, c'était pas possible. C'est intéressant de voir que il ne veut absolument pas se retrouver dans cette situation-là. Il a une ligne de cohérence et de permanence du macronisme, il veut pas mettre un terme à ce qui déchire le pays. Il avait pris soin de dire ils ont été humiliés, les manifestants. Ce qui avait été reproché d'ailleurs à gauche. Et peut-être que si on avait eu le type de débat auquel on se prépare sur la loi de bioéthique avant le débat sur le mariage pour tous, peut-être que le débat aurait été moins violent dans la rue et plus intelligent. Justement aussi, la facilité des médias, je reviens à cette question un peu de toujours présenter des histoires individuelles parce que on regardait aujourd'hui les sujets sur c'était le combat du couple un tel, le parcours semé d'embûches des autres. Emmanuel Rivière, on aborde ces questions toujours avec un prisme un peu, forcément on raconte des histoires et des histoires qui sont toujours touchantes. Pour le coup, effectivement, les difficultés des gens parfois à s'approprier ces enjeux, le fait qu'ils puissent être mal à l'aise sur un certain nombre de sujets, au sens où ils ne savent pas très bien trancher, vient du fait qu'il y a plusieurs manières d'aborder ces questions. Il y a des questions, il y a l'angle sociétal, il y a en fait les risques qu'on a en tête, c'est-à-dire les scénarios catastrophes d'abus d'un certain nombre de choses, ce qui est le cas sur la PMA finalement. On se dit il y a un risque d'exploitation du corps de la femme, de marchandisation, etc. Et en même temps, il y a des histoires individuelles avec évidemment la difficulté, voilà, l'enfant il est là, il existe, comment est-ce qu'on peut gérer une situation où on lui nierait son droit à être reconnu comme tel. Et donc c'est cette différence-là dans les 10 mots de perception qui doit également être traitée, où tous les angles doivent être abordés. Mais parfois il y a conflit entre ces niveaux de perception. C'est l'éternel problème des médias qui, par définition, mettent en avant des cas limites qui touchent et émeuvent. Et parfois au-delà de la portée théorique, mais dans un sens comme dans l'autre, parce qu'on peut avoir le combat du couple de femmes qui veut à tout prix exprimer son désir d'enfant, ça se raconte, mais ça se raconte aussi de l'histoire de l'enfant qui veut connaître ses origines et à qui une loi sur la PMA interdirait de facto d'avoir la connaissance de ses origines. Donc tout se raconte dans un sens comme dans l'autre. On peut raconter le calvaire de la personne en fin de vie qui voudrait mettre fin à ses jours et qui ne peut pas, mais on peut raconter aussi l'apostolat incroyable des gens dans les centres de soins palliatifs, qui sont quand même des histoires aussi qui sont de nature à émouvoir. Et c'est vrai que émouvoir. Je suis convaincu que l'histoire de Anne Bert, qui est partie en Belgique pour mettre fin à ses jours parce qu'elle ne pouvait pas le faire en France, a certes ému un certain nombre de lecteurs puisqu'on a tous raconté cette histoire, mais c'est aussi des histoires qui font réfléchir et qui font évoluer des gens dans leurs convictions, parce que c'est des convictions qui sont mouvantes. On peut avoir un avis, y compris au cours de sa vie, différent quand on a 20 ans ou 40 ans, et en fonction
fonction des expériences qu'on a, des gens qu'on rencontre, des douleurs qu'on peut avoir, personnelles, etc. Donc c'est aussi des histoires qui font réfléchir. Donc le fait de mettre en avant ces histoires-là me paraît plutôt sain. Il ne faut pas justement trop tirer sur l'émotion, mais ça fait réfléchir. Il y a, je pense, un ultime avantage, c'est pas seulement, comme vous dites à juste titre, d'avoir des points de vue différents au fil de sa vie, c'est que une des choses qui font le citoyen, c'est d'être capable de dissocier le choix personnel et ce que l'on autorise à autrui. Et si on est capable de dire, moi je ne ferai jamais ça, moi jamais je n'aurai recours à cette technique, tout, mais je ne veux pas priver autrui de ce droit, hein, cette position-là ou une autre, peu importe, c'est une façon de faire cette dissociation qui quand même est le début de la citoyenneté et du dépassement du strict individualisme. Et connaître l'histoire des autres aide à faire ce chemin. Absolument. D'ailleurs, sur toutes ces questions-là, les variations d'attitude sont souvent liées au fait d'avoir dans son entourage des gens qui expérimentent les situations, ce qui, du coup, les fait percevoir d'une autre manière, qui est plus émotionnelle, plus humaine, plus de proximité. On va traverser la Manche maintenant, si vous le voulez bien. Alors, la tapisserie de Bayeux suffira-t-elle à amadouer les Anglais? Pas sûr. Il faudra sans doute un peu plus pour les convaincre de participer davantage au contrôle des frontières qui sont fixées depuis 2004 à Calais. Et le président de la République est donc aujourd'hui à Londres pour renégocier ces accords du Touquet avec Theresa May. Les deux dirigeants doivent tenir une conférence de presse dans moins d'une heure, mais en attendant, on va se poser la question de... Ça fait des années que ce contentieux dure entre la France et l'Angleterre, les mineurs isolés qui ne sont pas récupérés par les Anglais alors qu'ils l'avaient promis, le coût de cette frontière fixée à Calais. François Hollande et Bernard Cazeneuve avaient tapé du poing sur la table. Finalement, ça va continuer ou on va pouvoir faire en sorte que les Anglais prennent leur part? Un avis sur la question. Je pense on est dans un contexte plus favorable pour être entendu et que les Anglais prennent une part plus grande pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans des négociations Brexit et que le gouvernement anglais ne veut pas crisper à l'excès ceux avec lesquels il négocie. Et la seconde, c'est qu'en ce moment, nous sommes dans une phase de pouvoir politique relativement puissant en France, relativement légitime, relativement apprécié, c'est-à-dire plus qu'avant, et qu'il y a quand même une arme absolue, c'est que s'ils n'acceptent pas des ajustements, un nouveau traité à prendre une part plus grande, comme vous dites, la France pourrait dire, eh ben, très bien, la frontière, elle est chez vous, elle n'est pas chez nous, et hop, on supprime tout et on laisse passer tout le monde. Donc au bout de l'histoire, il y a une force de dissuasion nucléaire, comme on dirait, une force de dissuasion tout court, très forte. On peut dénoncer les accords du Touquet, dire, ben, maintenant c'est terminé, débrouillez-vous avec vos... Ouais. Bah oui, bien sûr. C'est de l'homme fort. C'est compliqué de laisser monter. Parce qu'en plus, la frontière, là, c'est des trains. Enfin, c'est l'Eurostar. Donc, ça veut dire qu'il faudrait. On dirait n'importe qui peut entrer dedans. Enfin, c'est pas si simple, malgré tout. Pas sans billet, mais il y a les ferries, il y a plein de choses. Ouais. Je veux dire, c'est quand même. Il n'est pas en soi obligé que la frontière de l'Angleterre soit pas en Angleterre, mais en France. En l'occurrence, il semble techniquement très difficile de la rendre absolument étanche, cette frontière. D'ailleurs, s'il y a encore des gens à Calais, c'est qu'il y a encore des gens qui passent. Donc, ça rejoint ce que dit Olivier. S'il y a des gens qui passent, il y a moyen d'être plus ou moins ferme sur la maîtrise de ces flux. Vous faisiez allusion effectivement au fait que Emmanuel Macron est plutôt en ce moment l'homme fort de l'Europe. C'est aussi une carte qui joue avec les Anglais, Paul Clignot. Oui, politiquement, il a, bien sûr, et puis il a intérêt à le faire, puisqu'il est effectivement en position de force. Theresa May a une majorité beaucoup plus faible qu'elle n'avait avant de dissoudre le Parlement. Elle est dans des négociations difficiles avec le Brexit. De l'autre côté, d'une certaine manière, Macron a le monopole de la puissance en Europe, puisque Angela Merkel est aussi bloquée dans ces négociations pour constituer un gouvernement. Donc c'est vrai que les Anglais... De ce point de vue, il est quand même extraordinairement verni. Il est quasiment le seul aujourd'hui en Europe, puisque l'Espagne est quand même... pétré avec la Catalogne. Dans ses affaires de Catalogne. En Italie, c'est un bazar pas possible. Il va y avoir des élections avec Beppe Grillo, 5 étoiles et compagnie. En Allemagne, Mme Merkel n'est même pas sûre d'arriver à passer l'accord avec le SPD. Accord qui, par ailleurs, arrange Macron. Donc, on peut dire quand même que la configuration européenne le sert considérablement.
Après, la crainte, c'est que la discussion avec les Anglais, certes, est importante pour régler le problème de Calais, mais ça ne changera rien, globalement, à l'inefficacité des systèmes européens et des millions d'euros de plus. Ils ont annoncé 50 millions. Bon, donc c'est aussi un débat un peu de dupe, parce que le problème, il est beaucoup plus global et beaucoup plus compliqué à régler que ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas un jeu de dupe aussi sur le côté où on a un discours conciliant d'un côté, enfin conciliant, et en tout cas, on a fait tout ce qu'on peut pour attirer la place financière de Londres à Paris avec le Brexit? Oui, tout ça rentre dans un grand jeu de négociation. Après, il y a un autre enjeu quand même, qui est que, alors contrairement au sujet qu'on a évoqué jusqu'à présent, qui était important, mais pas si important que ça pour l'opinion, là on est sur un sujet lourd, dont les Français, dans l'excellent sondage du Figaro que nous commentions déjà tout à l'heure, ont montré qu'il faisait partie des sujets prioritaires, avec une demande qui est forte, c'est la seule qui soit véritablement consensuelle d'ailleurs, c'est que ce soit pris en charge à l'échelle européenne. Et c'est là où il y a, je pense, un petit risque politique, c'est de montrer une fois de plus que les pays européens qui ont un enjeu collectif sur cette question-là, des flux migratoires, et pas que la maîtrise des flux migratoires, l'accueil des réfugiés et la capacité à offrir un secours et un accueil à ceux qui sont en danger chez eux, eh bien, les Français, comme la plupart des Européens, ont été extrêmement déçus de ce qui s'était passé en 2015. L'Europe est divisée, les opinions publiques européennes sont divisées là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a en Europe de l'Est, il y a quasiment consensus sur le refus de l'accueil des réfugiés, alors que ça fait débat en Allemagne, ça fait débat en France, tout en étant une préoccupation quand même assez large, ce que notre sondage montre. Donc, être dans un... Il ne montre pas une extraordinaire volonté d'accueil, le sondage. Non. C'est plutôt d'une volonté de protection. Il montre, en fait, une volonté forte de non-accueil et de protection de la part des sympathisants de droite et des sympathisants de gauche divisés, plus hésitants. Oui. Mais globalement... Tous les items sur l'immigration sont majoritaires à 70%. Donc, oui, parce que les sympathisants de gauche, c'est plus grand monde. Voilà. Et les gens veulent de la fermeté, mais ils préféreraient beaucoup que ce soit l'Europe qui prenne ça en charge et qui résolve les deux questions. Puisque, par ailleurs, effectivement, les gens pensent que les réfugiés qui fuient la guerre, eux, doivent être accueillis. Montrer un spectacle de division, de marchandage entre la France et la Grande-Bretagne sur ces questions-là n'irait pas dans le bon sens. Vous pouvez continuer à répondre à notre question sur ce que doit faire Emmanuel Macron vis-à-vis de la Grande-Bretagne. On le disait au début, un peu sous la forme de boutade, mais cette diplomatie de la tapisserie de Bayeux, rien de spécial. C'est une bonne manière faite aux Anglais, bien que la tapisserie, le sujet ne soit pas vraiment en leur faveur, puisque c'est la conquête de l'Angleterre. Ce qui m'amuse dans les choses en diplomatie qui marchent, qui font plaisir aux chefs d'État, aux chefs de gouvernement et parfois au-delà, sont les mêmes que celles qui marchent dans les médias. C'est-à-dire échanger des pandas, des chevaux, apporter des tapisseries. Alors nous, on se dit, peut-être qu'on parle un peu trop de ces trucs-là, mais on a tout à fait raison d'en parler parce qu'en plus, ça marche. Voilà. C'est assez rare que ce qui se passe dans la sphère là-haut des grands dirigeants est la même chose que ce qui passionne, ou en tout cas intéresse, amuse, distrait les gens. Et là, si, c'est pareil. Bon, le symbole. Non, mais ça, pour les Anglais, c'est sans doute le document historique le plus important de l'histoire de l'Angleterre, c'est la création de l'Angleterre. Il va y avoir des millions d'Anglais qui vont aller voir cette tapisserie pour qu'on arrive à les... Si elle part, parce qu'apparemment c'est compliqué. C'est compliqué, parce que d'abord elle est interminable, elle est très protégée, il faut la restaurer. Et donc on va d'abord se donner le temps de finir de la restaurer. Et donc il y a des millions d'Anglais qui vont aller voir ce document de leur propre histoire. Découvrir qu'ils sont européens. Il serait peut-être temps de s'en apercevoir. Qui viennent de chez nous. Eh bien maintenant, c'est le moment de la carte blanche. Maintenant, on a décidé de vous faire travailler un peu, vous, nos invités, comme vous qui nous regardez. Alors, dites-nous quel est le sujet dont vous auriez aimé parler aujourd'hui, un thème qui a retenu votre attention dans l'actualité, un débat que vous voulez voir émerger. On attend vos réponses. Mais déjà, vous, Alexis, votre carte blanche, vous la consacrez à quoi aujourd'hui? Vous n'avez pas travaillé, Alexis. Je n'avais pas du tout prévu que vous alliez nous demander ça. Peut-être que nos amis ont une carte blanche. C'était pas un piège. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont... Oui, moi j'en ai une. Alors, c'est la situation dans les prisons. Parce qu'il y a eu deux événements là, récemment entre les agressions de surveillants et des mouvements de détenus hier, je crois. C'est juste pour alerter sur l'inanité de la situation française avec le fait qu'il y ait en prison des gens qui n'ont rien à y faire. Je pense au nombre énorme de gens qui sont en préventive
et au nombre énorme de gens qui sont sur des courtes peines, tant que la France ne sortira pas de ce débat que la seule solution, c'est la prison, on sera confronté de problèmes auxquels on a assisté ces derniers jours. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à sortir de ce débat, de dire voilà, la seule solution pour punir des gens, c'est de les emprisonner. On sait que c'est une absurdité. La preuve. L'agression dans laquelle vous faites allusion, c'est pas un problème de courte peine, c'est un radicalisé qui Oui, s'en est je pris. sais, Le mouvement social, les gardiens de prison, et je pense qu'il il concerne y a beaucoup plus les deux sujets qui il y a deux évoquent phénomènes. l'agression, bien sûr. Mais la situation dans les prisons est un signe, est un curseur de la maturité démocratique d'un pays. Nos prisons sont dans un état abominable. Et les conditions dans lesquelles les prisonniers sont détenus sont abominables. Et tant qu'on dira que la seule solution, c'est de construire plus de places de prison, on aura les mêmes problèmes Alexis, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. pas totalement d'accord avec Paul Il y a Quignot. deux solutions. On adapte les peines et le nombre de détenus aux places de prison, ce que propose Paul Quignot. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, c'est vrai qu'elles sont dans un état. Soit on adapte les prisons aux peines qui ont été prononcées. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que... Aujourd'hui, tous les gens qui sont condamnés à moins de 2 ans ne font pas de la prison. Il y a combien de peines non exécutées par an? Donc, mais il y a combien de gens qui sont en préventive en prison? Comment? Non, mais il y a de la préventive, mais après, quand on parle de la prison, aujourd'hui, on ne peut pas du tout dire, quand on regarde les statistiques européennes, le taux d'incarcération en France est un des plus faibles. Il est supérieur à celui d'Allemagne, avoir comme réflexe que... Parce qu'il n'y a pas assez de place en prison, on va moins condamner les gens, c'est quand même un peu mettre les choses par-dessus tête. Non, soit il mérite d'être condamné, il faut qu'il est condamné, soit il ne faut pas les condamner. C'est la seule solution. C'est quand même malgré tout la solution que pendant qu'ils sont en prison, ils ne continuent pas de faire des méfaits. Il y a d'autres solutions qui sont expérimentées ailleurs et que la France refuse de. En tout cas, ça fait 5 ans qu'on n'a pas construit une place de prison. C'est quand même ça qu'on est en train de vivre. Sarkozy, à la fin, avait commencé bien tardivement à se dire on va construire des places de prison. Hollande a tout arrêté. Résultat, voilà ce qui se passe. Donc là, c'est quand même l'héritage de Taubira qu'on est en train de vivre. Il me semble que Rachida Dati avait aussi beaucoup étudié la question des alternatives à la prison. Bien sûr, pour toujours pour les mêmes raisons. Et notamment pour le fait de dire que les gens qui ont moins de... Mais pour avoir 2 ans de prison, il ne faut pas avoir on ne vole pas des pommes dans une supérette pour avoir 2 ans de prison. C'est un vrai... Est-ce que vous pensez sincèrement que le résultat est bon pour la société à la sortie de prison de ces gens-là? Eh bien non. Non mais attendez, il faut bien... C'est-à-dire, si les gens ne sont pas condamnés quand ils font des crimes ou des délits, ils continuent de poser des crimes ou des délits. La nature humaine étant ce qu'elle est... Je ne dis pas qu'il ne faut pas les condamner, je dis qu'il peut y avoir des peines alternatives et que souvent les gens qu'on envoie... C'est ce que nous a dit Mme Taubira pendant 5 ans. On voit quand même les chiffres de la délinquance, de la criminalité. On ne peut pas dire qu'ils valident absolument cette thèse. Olivier Duhamel. Alors, moi, j'ai 2 cartes blanches, la mienne et celle d'Alexis qui n'en avait pas. Alors, Vous êtes beaux camarades. La mienne, dans la continuité, ce qui a été dit, c'est pour alors le courage, pour le coup, je trouve, et le calme et la fermeté de la garde des Sceaux quand elle est allée se confronter aux gardiens de prison, certains déchaînés, et expliquer face à eux les engagements qu'elle prenait, parce que c'est assez rare. Il y avait plein de conseillers, je crois, qui lui avaient dit qu'il ne faut surtout pas faire ça, que c'était trop dangereux, etc. Elle est allée au contact, comme on dit. Et alors, la carte blanche pour Alexis, c'est qu'il faut qu'il aille... C'est un terrain qui sera un terrain d'entente entre nous. Il faut qu'il aille voir, si ça n'est fait, le film Les Heures Sombres, dont le héros est Churchill, donc un héros que nous pouvons partager l'un et l'autre. Et où c'est sur un épisode très bref de l'histoire, mais de notre histoire aussi, qui est en mai 40, est-ce qu'il faut faire une paix négociée avec l'Angleterre, avec l'Allemagne ou pas? Et je suis sûr, Gary Oldman, magnifique en Churchill, je suis sûr qu'il adorera. Et donc, c'est comme s'il l'avait vu. Et qui vous en parlait, c'était sa carte blanche. Mais vous pouvez peut-être, Alexis, nous parler de la couverture du Figaro Magazine qui est sur la famille Windsor. Sur la famille royale, exactement. Et malheureusement, je n'ai pas le Figaro Magazine pour le montrer. La révolution que la monarchie anglaise est en train d'accomplir. D'opérer avec ce mariage. Avec ce mariage d'abord avec Kate, alors je ne suis pas très très fort là-dedans. Avec une alors, la première, c'était une roturière issue de la classe moyenne britannique. Et maintenant, une américaine divorcée. Une fille de comédien américain divorcé. Il faut vous souffler le nom parce que là, c'est quand même trop. Déjà avoir retenu Kate. Alors, attendez, mais j'ai lu le papier de Stéphane Bern, c'est formidable, on apprend plein de choses et c'est très intéressant. Et effectivement, et avec une petite retour en arrière, parce que merci beaucoup le Figaro Magazine, que la Révolution au Palais, avec donc un long article de Stéphane Bern, et la reine en couverture.
sûr. Oui, dans le... Non, ça Comment fait une allusion. équipe de nouveaux Le mariage... communicants. Il y a non. aussi comment une nouvelle génération de communicants est est en train de arrivée avec une moderniser. gamme. Et Stéphane remonte dans le passé en montrant comment à chaque grande... Enfin, au fond, Comment ils ont réussi depuis la à guerre de chaque 14, fois, comment à chaque oui. fois, ils ont sont su... retombés sur Ça leur commence à patte. tourner mal et ils savent s'adapter. Vous aimerez le roi dans les heures sombres. Ah, je vais la regarder. C'est pour ça que l'histoire du mariage avec une Américaine divorcée, ça fait penser au mariage du duc de Windsor avec Wallis Simpson. C'était dans les années... Sauf que là, c'est accepté. Là, c'est accepté, tandis C'est qu'il avait béni dû par la reine. abdiquer. C'est la reine qui a Oui. facilité le mariage de son petit-fils. Merci beaucoup à tous les quatre et rendez-vous demain pour un nouveau point de vue.